se retrouve à l'antenne du MIP Grand Ouest de Nantes, toujours au rendez-vous malgré l'heure avancée de la journée, hein, on est toujours vaillant. Allez, on est ensemble, on est avec Grégoire Monconduit pour parler ensemble d'une success story, n'ayons pas peur des mots. C'est bien parce que je rigole tout seul, hein, voilà. Alors, Rosemood, Grégoire, Voilà. conduit quelques mots de présentation parce qu'on ne vous connaît pas. Alors donc moi je suis Grégoire Monconduit, j'ai effectivement créé Rosemood avec deux associés. C'est une entreprise qui a lancé en fait, qui a d'abord fait des choses qui n'ont pas marché, et ensuite on a lancé un site de faire-part en mai 2010, donc ça fait à peu près 4 ans. Voilà, on a d'abord fait ça à Paris, donc à l'époque on était 3. Et dès que l'entreprise est devenue rentable, en fait on a quitté Paris et on s'est installé à Nantes. Et donc on est à Nantes depuis 2 ans et demi maintenant, donc tout début 2012. Et voilà, et donc maintenant on est une quarantaine de personnes à Nantes, et on a également internalisé l'activité d'impression qu'auparavant, au tout début, on externalisait évidemment, avec un imprimeur tiers. Voilà. Mais si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous n'avez pas donné votre secteur d'activité. Oui, c'est vrai. On est une entreprise qui vend des faire-part sur Internet. En fait, Rosemood, c'est le nom de la société. Et ensuite, on a 2 sites marchands. Un premier qui s'appelle fairepartnaissance.fr et un deuxième qui s'appelle fairepart.fr. Donc voilà, donc c'est ces 2 sites qui nous font vivre et qui font travailler les 40 personnes dont je vous parlais tout à l'heure. Très bien, donc là on est ensemble pour quelques minutes pour justement comprendre un peu qu'est-ce qui fait votre succès, votre levier, j'ai du mal à trouver mes mots, pardon, votre Pas de valeur problème. ajoutée et ce qui fait justement votre succès. Alors, donc vous l'avez dit, une quarantaine de personnes. Aujourd'hui, j'imagine que comme dans à peu près tous les secteurs de l'e-commerce, c'est hyper concurrentiel. Vous n'êtes malheureusement pas seul sur votre marché, sinon ce serait trop simple. Comment exister sur la toile? Comment être visible? Votre recette à vous, sans dire que c'est la recette idéale, mais comment est-ce que vous appréhendez la question de l'investissement en ligne? Aujourd'hui, on a des conférences sur le référencement naturel, sur le référencement payant, sur tous ces éléments-là. Quel levier vous utilisez, vous, pour vous faire connaître? En fait, bon, alors pour parler de ces leviers, je vais revenir peut-être à l'historique. Au début, en fait, quand on a créé notre société, on a d'abord lancé une espèce de concept en ligne qui s'appelait le carnet du jour en ligne. Et le carnet du jour, je ne sais pas si vous connaissez dans la presse, on annonce un peu ces événements familiaux, quoi. Et l'idée, c'était de recevoir par un système d'alerte les événements familiaux qui correspondaient à votre propre parcours de vie. Donc si vous aviez vécu à Rennes pendant 4 ans, entre telle année et telle année, vous pouviez recevoir les adresses, les événements familiaux des gens que vous avez pu croiser à cette époque dans cette ville-là. Donc ça a complètement foiré, ça n'a pas du tout réussi, mais c'était finalement du faire-part en ligne, c'était du faire-part virtuel en ligne. Et donc à l'époque, on se battait un peu en référencement naturel contre des sites de faire-part papier. Voilà. Et donc on a appris à les connaître, on regardait ce qu'ils faisaient, et alors nous on ne gagnait pas un radis, et on voyait ces sites qu'on ne trouvait pas extraordinaires à l'époque, et qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient des salariés, etc. Donc ça nous faisait un peu rêver. Et puis deuxième élément, en fait à cette époque, nous on commençait à avoir nos premiers enfants. Moi j'en ai 4 maintenant, mais à l'époque j'avais mes 2 premières filles, et j'avais essayé de faire des faire-part sur Internet, et j'avais rien trouvé qui me convenait, en fait. Et donc, à un moment, voilà, notre business model qui va pas, on n'a plus d'argent en caisse, on est proche d'un business model qu'on comprend comme étant rentable, et on comprend aussi qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans un positionnement un peu différent de ce qui existe en ligne, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Et donc, on s'est vraiment focalisé sur le super qualitatif. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait la chance d'avoir une collection de noms de domaine assez considérable à l'époque, enfin, qu'on a toujours. Ça, c'est une vraie bonne idée de déposer des noms de domaine. Bon, enfin, c'est pas une idée révolutionnaire non plus, mais disons que, en fait, on possède le nom de domaine fairepartnaissance.fr et qui, bonne nouvelle, correspondait au plus gros marché du faire-part en France, puisque c'est vraiment le faire-part de naissance qui marche bien aujourd'hui sur Internet. Beaucoup plus que le faire-part de mariage où il y a beaucoup plus d'aspect social. Voilà, il y a les parents, les grands-parents, les beaux-parents qui interviennent. Donc l'internaute se lâche moins, entre guillemets. Alors que sur le faire-part de naissance, voilà, le couple est seul, livré à lui-même, ose plus. Et donc il y a plus de choses qui se font sur Internet aujourd'hui. Voilà. Donc on s'est d'abord focalisé sur le faire-part de naissance. On avait le nom de domaine, c'était le plus gros marché. On considérait vraiment qu'il y avait quelque chose à faire en termes de qualité de design, de qualité d'impression. Donc on s'est lancé là-dessus. Et après, pour répondre à votre question sur comment est-ce qu'on s'est fait connaître, eh ben, on s'est fait connaître par ces 2 éléments. Le premier, c'était vraiment le référencement naturel. Petit à petit, on a bâti le site
pour qu'ils répondent aux exigences de Google de l'époque. Donc on a progressivement monté dans les rankings et aujourd'hui on est toujours numéro 1 sur le mot-clé qui nous intéresse, donc faire par naissance. Et deuxième aspect, on s'est vraiment focalisé sur la qualité. On a proposé à nos clients que des produits que nous, on trouvait jolis. Ça, c'était vraiment essentiel pour nous. Et on considérait comme étant les seuls à proposer des choses jolies, évidemment, par rapport à ce que proposaient les autres. Et alors, deuxième, il y a le produit qui est joli en ligne, et puis après, il y a la manière de le vendre aussi et de le traiter. C'est-à-dire qu'à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, la plupart des autres sites, vous faites votre commande en ligne, ça génère un fichier PDF qui est imprimé, qui est imprimable, on va dire. Et nos concurrents, eux, ils impriment directement. Et nous, on ne fait pas ça. Nous, on vérifie le fichier avant de l'imprimer, c'est-à-dire qu'on va vérifier les fautes d'orthographe et les corriger. Il y en a 1 sur 2 à peu près qui a une faute d'orthographe ou une erreur de typo, quelque chose. On va peut-être éventuellement optimiser la mise en page du texte qui a été écrit par le client. Et on va scruter toutes les photos, on va les vérifier. Si on considère que les photos ne sont pas bonnes, ne sont pas d'assez bonne qualité, vous allez avoir un œil objectif. Oui, exactement. On contacte le client, on lui dit non, écoutez, votre photo, là, elle passera pas. Sur ordinateur, c'est sûr, ça passe. Sur l'iPhone, ça passe. Mais sur du papier, c'est pas la même chose. Et on a plus d'exigences par rapport à ça. Donc on demande de remplacer la photo. Et une fois qu'on est d'accord sur la photo fournie, on la retouche. Donc on a toute une équipe qui va retoucher les photos pour l'optimiser pour l'impression et en fonction du papier que le client a choisi. Parce qu'il y a plusieurs types de papier, plusieurs types de finition, et donc plusieurs types de retouches à faire pour le faire. Donc il y a une grosse, le positionnement vraiment sur la qualité, sur la valeur ajoutée, sur la dimension humaine. C'est important pour vous. Et c'est vrai que sur le côté faute, alors je vous rejoins totalement, parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai reçu un faire-part. Il y a plein de gens qui n'ont pas vu, mais c'est un bébé qui était né en janvier, et sauf qu'ils sont trompés d'année, comme les parents, c'est fort. Ça arrive. C'était en 2013, genre ils ont mis 2012. Et il y a plein de gens, 90% qui n'ont pas vu, mais moi j'ai vu, je me dis mais c'est bizarre. On voit ce genre ça d'erreur. Existe, bien sûr, exactement. Ok, donc positionnement, on l'a compris. Aujourd'hui, alors vous l'avez dit pour vous faire connaître, mais aujourd'hui encore maintenant, est-ce que par exemple les liens sponsorisés AdWords, c'est quelque chose que vous utilisez, qui vous coûte cher, ou pas quel regard vous en avez vous? En fait, on a le même budget AdWords depuis le début, depuis 4 ans, donc qui est vraiment assez limité. On a la chance de vivre uniquement par le référencement naturel et puis par le bouche à oreille. Le marketing viral. Et donc, alors, après, c'est aussi tout un modèle économique. C'est-à-dire qu'au début, quand on s'est lancé, on était vraiment en pur coût variable puisqu'on externalisait l'impression. Et donc, quand on est en pur coût variable, dès qu'on met un peu d'AdWords, après, c'est compliqué de les rentabiliser, surtout vu le prix du mot-clé faire par naissance qui est vraiment très élevé, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu différent. On a internalisé l'impression. C'était vraiment un souci de qualité, vraiment, puisque en internalisant l'impression, on a fait ça il y a 1 an maintenant. On maîtrise vraiment le produit qu'on vend, on maîtrise nos méthodes d'impression, on choisit délibérément d'utiliser des méthodes d'impression qui sont plus exigeantes, qui sont peut-être un peu plus chères, un peu moins productives, mais qui sont meilleures pour le client final. Bon, bref, tout ça c'était fait dans le souci de la qualité, mais aussi d'un point de vue modèle économique. Maintenant, on est plus dans un modèle de coût fixe. Alors, nos commandes actuelles nous permettent de rentabiliser tous ces coûts fixes maintenant à nos équipes et notre atelier, qui est à Treillères, donc au nord de Nantes. Et maintenant, on pourrait se permettre, c'est vrai, d'investir un peu plus en marketing parce qu'on a déjà amorti nos coûts fixes. On ne le fait pas pour le moment, parce qu'on a une croissance suffisante, donc on considère qu'on n'a pas encore à le faire. Peut-être qu'on ouvrira les vannes un jour pour retrouver un peu de croissance, c'est possible. Ok, belle histoire. Vous le disiez, le côté viralité, bouche à oreille, etc. Si on va par là, on n'est pas très loin du côté réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, qui est important pour vous, qui vous génère une relation particulière avec la marque, ou pas du tout? Ouais. Alors nous, on n'est vraiment pas un exemple à suivre en termes de communication. C'est parfait. Alors cette conférence, elle est parfaite. C'est génial. Par dire, non, on a fait ça, on s'est planté. Non, mais c'est bien. Et en fait, au tout début, on a vraiment très peu communiqué. Et même pas du tout. Voilà, on est juste monté dans les classements de référencement naturel et on a eu un bon bouche à oreille. Et ça a suffi. Depuis 1 an maintenant, on a une page Facebook, on a un community manager, donc on investit dans tout ça. Mais on investit dans tout ça aussi parce qu'on peut le faire, parce qu'on est suffisamment grand, parce qu'on a atteint une certaine taille critique, entre guillemets, qui nous permet de faire tout ça. Mais c'est un sacré investissement, il faut être bon sur Facebook, il faut être bon sur Pinterest. Oui, alors, ça. Si on le fait pas à moitié, quoi. C'est qu'on a quelque chose à dire et puis il faut avoir le temps en interne pour publier des choses. Il y a des questions à se poser en termes d'organisation interne aussi. Oui, c'est ça, et puis il ne faut pas non plus saouler les gens, quoi. C'est-à-dire que voilà, on ne va pas raconter notre vie tous les jours. Sur Twitter, on ne se sent pas très pertinent.
aujourd'hui pour communiquer, par Sur exemple. des réseaux sociaux basés sur l'image, ça pourrait se justifier pour vous sur Instagram ou Pinterest, non? Ouais, alors on est plus sur Pinterest nous aujourd'hui, D'accord. et c'est vrai que ça marche bien. Ça nous apporte ça nous apporte pas mal de trafic, notamment sur le mariage. C'est assez impressionnant. Nous, en fait, notre activité est divisée en deux, donc on a faire part naissance, faire part de naissance, et fairepart.fr, c'est du faire part de mariage. Et donc la page Pinterest fairepart.fr, elle est assez bien suivie. Enfin, on trouve que ça nous suffit pour le moment, et ça nous apporte quand même pas mal de trafic, ouais. Ouais. Ok, très bien. Par rapport, donc là on a parlé un peu viralité, on a parlé un peu visibilité. Sur le site web, est-ce qu'il y a des choses remarquables, même si j'ai bien compris que vous n'étiez pas un exemple à suivre, mais est-ce qu'il y a quand même des choses bien que vous faites? Je pense qu'il y a quand même certaines choses bien que vous faites. On parle souvent sur le site internet d'avoir une bonne expérience client, donc que le client se sente bien sur le site, que sa navigation, l'ergonomie, que ce soit bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des bonnes choses, des bons conseils quand même Ouais, qu'on peut ouais, ouais, donner, non, le Grégoire? site il est correctement bâti, quoi, donc le process est fluide. Je pense que c'est simple. Après, la spécificité de ce genre d'activité, c'est qu'on a besoin de personnaliser en ligne quelque chose, et donc il y a un outil de personnalisation qui chez nous, enfin qui a été fait pour le monde du PC, nous il y a 4 ans, donc qui est sous Flash, et qui est assez poussé, qui est assez facile à utiliser pour écrire les textes. C'est comme si on était sous PowerPoint ou sous Word. L'insertion de photos aussi, ça se passe bien. Donc ça joue forcément dans le confort de l'expérience client. Et après, tout le process de panier de choix d'options et de paiement, oui, ça c'est assez classique, c'est pas très compliqué, mais effectivement, faut pas se tromper, quoi. Je me mets à la place d'un utilisateur qui veut effectivement commander un faire-part. C'est vrai qu'il se pose des questions, il va peut-être hésiter sur des choses, il a besoin d'avoir un contact avec votre société, parce que je sais qu'à Nantes, il y a des gens comme iAdvice, par exemple, qui sont sur des solutions de click-to-chat ou autres qui peuvent améliorer, renforcer la relation client. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez ou ça aurait du sens pour vous? Alors nous, en termes de relations clients, c'est aussi une de nos spécificités qui a fait que on a grandi assez vite. C'est qu'on a vraiment mis l'accès aussi sur le service. Donc je vous parlais du service, c'est-à-dire retoucher, vérifier le faire-part avant de l'imprimer, pour que le faire-part soit vraiment nickel, parfait. Ça c'est vraiment fondamental, mais aussi tout un état d'esprit du service client qui est là vraiment pour chouchouter le client, pour lui faire comprendre qu'on ne laissera rien passer, que si on laisse passer quelque chose, ben, on le refera, et qu'on fera tout pour que ce soit nickel. Et donc voilà, il y a toute une équipe qui répond au téléphone, qui répond aux emails, et qui s'occupe de chaque commande comme si c'était la commande de son meilleur ami. Et du coup, avec la croissance, on a essayé de garder cet amour du faire-part du produit fini du client, cette volonté de chouchouter chaque client individuellement. Et donc pour ça, on a dû d'une part nous organiser en petite équipe assez réactive, mais assez serrée, pour que vraiment il y ait un bon suivi de chaque commande, et que ça parte pas d'une personne à une autre comme ça trop facilement. Et ensuite, le deuxième élément, c'est qu'on a développé au fil des années un outil de traitement de commandes chez nous hyper pointu, qui prévoit quasiment tous les cas, et donc qui peut alerter notre service client pour dire attention, tel client a commandé tel faire-part, mais ça va pas avec tel coloris d'enveloppe, attention, la photo qui a telle spécificité correspond pas non plus à tel papier, etc., qui nous alerte, qui nous permet de recontacter le client, de lui proposer une solution optimale par rapport à ce qu'il a commandé, pour que son faire-part au final soit parfait. Voilà. Alors après, pour répondre à votre question sur le chat, on avait contacté iAdvice il y a 4 ans au tout début. Et puis ça s'est jamais fait parce qu'on était un peu pris aussi nous dans notre croissance. Et là, on utilise iAdvice, mais pour notre site allemand. On a lancé un site allemand en fait qui s'appelle geburtskarten.com. Donc c'est le strict équivalent de fairparnaissance.fr. On l'a lancé en Allemagne en décembre dernier, et là-dessus on teste le chat. Voilà. Bon, c'est un tout petit site, on fait pas il y a très peu de trafic, très peu de commandes. Mais ça vous permet justement aussi de tester, et puis si effectivement la valeur ajoutée se prouve, de le décliner aussi peut-être à plus grande échelle, éventuellement un jour en France. Ou pas? Oui, alors en fait le problème c'est que maintenant le site allemand est tellement faible en termes de trafic que pas représentatif. Ouais. le test n'est pas vraiment représentatif. D'accord. Mais bon, c'est une solution qu'il faut tester et qu'on va tester en France évidemment. Très bien. Et alors, sans dévoiler de grands éléments confidentiels, mais sur quoi vous travaillez peut-être pour aujourd'hui toujours essayer de vous différencier, ou en tout cas sur quoi qu'est-ce qui pourrait renforcer encore cette relation à la marque? Est-ce qu'il y a des projets actuels en R&D ou autres qui sont dans les cartons Alors, effectivement, il y a plusieurs pans. Le premier, c'est que nous, on a grandi avec 2 sites internet dont les URL, dont les noms de domaine sont assez génériques, forcément. Faire part naissance et faire part. Et effectivement, on aimerait bien
maintenant faire grandir notre marque. Donc Rosemode, on l'appelle même Atelier Rosemode. Donc on travaille là-dessus. On aimerait bien développer cette marque pour aussi devenir. Le but ultime, dans je ne sais pas combien d'années, c'est qu'en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe, si quelqu'un un jour veut faire un faire-part, il pense à Rosemode et qu'il aille voir ce qu'on fait. Après qu'il achète chez nous ou pas, tout le monde n'achètera pas chez nous, mais on pense qu'avec la qualité de notre design, avec la qualité de notre service, on aura une conversion suffisante et qu'on arrivera à convaincre suffisamment de personnes d'acheter chez nous. Mais on veut que les gens pensent spontanément à la marque Rosemode pour faire de la carterie haut de gamme. Voilà. Le deuxième pan de tous les projets qu'on a, c'est l'international. On a lancé l'Allemagne avec le succès que l'on sait. Bref, pour l'instant, ça démarre, quoi. Et on aimerait bien quand même lancer dans d'autres pays en Europe pour faire ensuite un premier point sur est-ce que ou pas on continue à investir là-dedans. Et le troisième élément, le troisième projet, ça c'est assez classique, c'est-à-dire qu'on a lancé le site pour le monde du PC il y a 4 ans, nos sites pour le monde du PC. Donc là maintenant il faut bien s'adapter au monde du touch, et donc tout ça c'est un vaste programme qui est assez complexe. On ne maîtrise pas forcément tous les tenants et aboutissants nous en interne, notamment sur l'outil de personnalisation. Donc voilà, il faut reconstruire un peu le front office pour nos clients. Dans la journée aujourd'hui, on parle pas mal des outils analytics, on surveille plein de choses sur son site web pour essayer de l'améliorer toujours, pour avoir moins de taux de chute, etc. Bref, tous ces éléments-là. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez un œil attentif également, et est-ce qu'il y a des indicateurs justement que vous suivez de près chez vous? Non, en fait, pas du tout. Parfait, très bien, très bien. En fait, moi, je suis le chiffre d'affaires, donc et le nombre de commandes. Donc je regarde régulièrement à toutes les heures. Ouais. Je sais à peu près, en fonction du jour de la semaine et l'heure, combien on espère ou on devrait obtenir. Et puis je reçois un SMS sur mon smartphone tous les jours avec mon chiffre d'affaires du jour. Et voilà. Mais je regarde pas je vais quasiment jamais sur Analytics. C'est pas bien. Mais je fais d'autres choses, voilà. Oui, vous faites d'autres choses et on a bien compris votre positionnement, et qui est effectivement beaucoup de bonnes actions qui sont faites pour renforcer ce positionnement fort. Est-ce que vous avez des questions à poser à Grégoire sur son expérience en termes de e-commerce, sur des choses qu'il a pu mettre en place, sur des bonnes recettes du succès Rosemode? Alors, comme la première question est toujours la plus difficile à poser, je vous propose qu'on passe directement à la deuxième question du public. Des fois, ça marche. Hein. Non plus. Ok. Ok, on a déjà vu pas mal de choses. J'avais une question, mais je l'ai oubliée. Est-ce que sur les aspects mobiles, l'un des thèmes forts qu'on retrouve aujourd'hui sur la journée du MIP, on parle pas mal de mobilité, parce que forcément, qui dit mobilité, dit tablette, etc. C'est dans l'air du temps, responsive design, etc. Est-ce que ça a également un sens pour vous? Parce que j'imagine que choisir un faire-part, on va pas forcément le faire depuis son smartphone, mais par contre sur une tablette dans son canapé le soir, ça a plus de sens. Absolument, quand je disais se mettre raccord avec l'univers tactile, c'est exactement ça. Hein. Okay. C'est-à-dire que le soir, rallumer un PC que vous avez déjà eu devant vous toute la journée au bureau, après la mère qui vient d'accoucher, j'espère qu'elle n'est pas déjà retournée au bureau, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable sur une tablette, et donc nous aujourd'hui on a développé, ça y est, enfin, notre site est compatible avec les tablettes, donc sur une technologie HTML5, mais qui est pas satisfaisante parce que la technologie va pas assez loin, par rapport à toutes les options de personnalisation qu'on aimerait faire. Donc ça c'est pour la tablette. Maintenant sur le smartphone il y a des choses à faire qui ne seront pas forcément sur la personnalisation, mais sur d'autres briques en fait de notre modèle économique, et je pense qu'on peut faire des choses aussi. Et voilà. Et dernière chose sur le responsive design. Oui, on regarde évidemment, et donc du coup, on est en train de se former, c'est-à-dire qu'on essaie de lancer d'autres choses en responsive pour apprendre et ensuite appliquer ce qu'on aura appris à notre site amiral, on va dire. Voilà. Très bien. Il est 15h55, comme on a d'autres conférences qui vont démarrer dans un instant, on va s'arrêter là. C'est pas grave. Je voulais vous montrer au moins à ceux qui sont dans la salle, ce qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est notre site. Faire par naissance, j'aurais dû commencer par ça. Et ça, c'est les produits qu'on fait. Donc voilà, quand je vous disais que je trouvais qu'on faisait des choses jolies, j'espère que vous partagez cette opinion. Mais voilà tout ce qu'on vend. Ça, c'est du mariage aussi. Voilà. On est bien d'accord.
C'est très joli. Merci beaucoup, Merci. Grégoire Monconduit, de votre Je t'en prie. présence aujourd'hui sur les MIP. Si vous avez des questions additionnelles, n'hésitez pas à le voir directement. Grégoire, il reste avec nous encore quelques minutes. Merci beaucoup et très bonne fin de journée sur le MIP. On reprend les conférences dans un instant.